Donc, c'est parti pour un deuxième épisode du podcast Disturbed. Donc, aujourd'hui, on a moi, Madeleine. Moi, Mélanie. Moi, Paisley. Et Véronica. Toutes membres du groupe de la relève du CIAP. Et aujourd'hui, Mélanie, de quoi on parle? Aujourd'hui, on va parler de l'inéquité dans la recherche. Alors, ça peut être un peu complexe comme sujet, peut-être. Mais on va parler de plein de petites choses qu'on peut inclure sur l'inéquité et la recherche, l'académie et l'industrie. Donc, on va parler un peu de tout et on va essayer de les faire les plus fluides et avoir les plus de détails pour nous guider dans ce domaine que c'est un peu hors de notre jour à jour. Aussi, aujourd'hui, c'est pour notre viewers. D'aujourd'hui, on va faire un podcast un peu franglophone. Parce qu'on a Kemadi, que c'est francophone à la base. Donc, Paisley, Veronica et moi, on va être un peu en train de gérer les deux langues. Donc, n'hésitez pas les viewers si jamais il y a des questions ou d'autres choses à faire des petits commentaires en anglais ou en français ou en portugais ou en espagnol. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de tout. Donc voilà, je prends juste un petit peu plus la parole, je suis désolée. Juste pour rappeler un peu les gens qui n'étaient pas peut-être pas là la dernière fois. On est un comité des étudiants de maîtrise et doctorat. Et en fait, on est parti de CIAP, qui c'est les centres intersectionnels de recherche des perturbateurs endocriniens. Et ça recrute pas mal de chercheurs partout au monde. Et on essaye, dans ces petits comités, on essaye de partager la science le plus possible et de faire que notre petite vie au labo sorte des laboratoires et peut rejoindre tout le monde qui est intéressé par la science. Et donc, la dernière fois, on n'a pas eu Paisley et Veronica. Je ne sais pas si, vite fait, vous voulez juste parler un peu de votre projet de recherche. La dernière fois, on a fait vraiment dans 30 secondes. On fait un peu quoi? On fait maîtrise, doctorat sur quel campus et c'est qui la prof avec qui on travaille. Et donc, je vous laisse la parole. OK, je peux aller. Moi, c'est Paisley. Je suis au doctorat avec Valérie Langlois à l'INRS ETE, Centre E-Terre Environnement. Et je travaille sur l'écotoxicologie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux polluants et contaminants dans l'environnement et leurs effets chez les amphibiens. Super, donc moi c'est Véronica et comme Paisley, je suis au labo de Madame Valérie Langlois à l'INRS ET à Québec. Et moi aussi, je travaille sur les amphibiens. Au labo, on a des gens qui travaillent avec différents modèles biologiques, soit des poissons, soit des grenouilles, soit des oiseaux. Et moi, c'est Team Grenouille. Et mon projet porte surtout sur la endocrinologie des amphibiens. Donc, c'est moins les côtés produits chimiques. C'est vraiment, moi, je suis vraiment focusée sur la partie endocrino, mais c'est aussi important. C'est dans les mêmes labos, fait que même si c'est plus fondamental, ça va aller avec ça. Donc, je dirais que Paisley et moi, on a des projets un peu comme complémentaires. Fait que c'est ça. Puis on s'aide pour prendre soin des grenouilles. Voilà, c'est ça. Parfait. Et merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais commencer à amener un peu les sujets. Quand on parle d'inéquité, et spécifiquement dans la recherche, est-ce que vous, les filles, ont dans la tête un peu c'est quoi la définition d'équité? Juste pour commencer. Alors, moi, je dirais que pour moi, l'équité, c'est quand tout le monde a la même chance. Résumé en une phrase, tout le monde devrait avoir la même chance. Oui. Paisley, Vero, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, les mêmes opportunités, la même chance, oui.
Ouais, exact. Puis Ouais. moi aussi, puis j'aimerais ajouter, je pense qu'il a une image, c'est un peu comme un gif qui montre, c'est comme on part pas tous du même background, donc pour Oui, qu'on les mêmes puisse, opportunités. ouais, pour qu'on puisse arriver à la même place, des fois, j'ai besoin de plus ou de moins d'aide dans le choix. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, puis j'aimerais ajouter, je pense qu'il a une image. Oui, on est bien parce qu'on s'entendait un... Ouais, moi aussi, j'entendais une drôle de communication, mais je pense que je sais de quelle image tu parles. C'est des gens qui sont pas de la même grandeur puis qui ont chacun la bonne grandeur d'échelle pour pouvoir voir à la même hauteur, je pense. Exact, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est important, vu qu'on va parler aujourd'hui d'équité, c'est important aussi pour les viewers, notre petite, les gens qui nous suivent aujourd'hui, de dire que l'équité et l'égalité, c'est pas du tout la même chose. Déjà, on part des bases que si on parle de l'équité dans la recherche, on ne parle pas de l'égalité dans la recherche. Et comme concept, c'est surtout ce que tous les films disaient. Parler d'équité, c'est vraiment donner les mêmes opportunités. Et donc, on parle de base d'un concept où on part pas tous et toutes des mêmes endroits. Donc, il faut quand même fill in the gap pour avoir les mêmes opportunités et la même ligne de début. Donc, quand on parle de l'équité, et on est pas mal dans les mêmes longueurs d'onde. Pour vous, quand je parle un peu plus de l'inéquité dans la recherche, en question un peu les opportunités, les funding, la création des carrières et tout ça, ça vous dit quoi? Vous savez, aujourd'hui, ça tombe qu'on n'est que des filles. Mm-hmm. On va parler un peu de ça. Pourquoi on n'est que des filles? Ça pourrait sembler que la science elle est vraiment équitable et qu'on a plein de filles dans les domaines, mais on peut parler un peu plus de ça aussi au fur et à mesure. Ouais. Et voilà. Oui, ben dans un sens, il faut pas oublier que pourquoi est-ce que nous, on a eu envie d'en parler, c'est justement peut-être parce qu'on est des femmes. Pendant ce temps-là, les membres masculins de notre communauté sont en train d'avancer leurs travaux. Donc, ils n'ont pas ce besoin-là, eux, d'en parler. Mais oui, effectivement, je pense qu'on sait qu'au niveau de l'accessibilité aux études en sciences, de l'accessibilité pour les postes, le nombre de diplômés et même le nombre de prix reçus, le pourcentage pour les femmes est toujours plus faible que chez les hommes. Si je peux même sortir une petite statistique, j'avais ici que 3% des diplômés en les technologies, l'information et la communication seulement étaient des femmes, et 17 prix Nobel en physique, chimie et médecine ont été remis à des femmes contre 572 remis à des hommes. C'est beaucoup, quand même. Et je pense que c'est important aussi de dire, c'est pas juste que le système, il est créé comme ça et il y a des inéquités partout dans le système, embedded in it, mais c'est aussi que la société continue à avoir des expectatives des femmes au niveau professionnel et personnel, qui fait que on est toujours, même si on avance dans l'équité des opportunités, avoir plus de postes, avoir plus de funding, avoir tous ces discours dans les entreprises et l'académie, même si on a ça, la société a encore cette vision de nous qui fait qu'on a la pression pour avoir des enfants, pour rester à la maison si on a une famille, pour choisir la vie personnelle versus la vie professionnelle ou le développement de la carrière professionnelle. Et donc, ça se fait que, je ne sais pas vous, mais au moins, moi, je me pose plein de questions à chaque fois que je dois réfléchir à mon futur professionnel parce que la vie personnelle et le monde professionnel, tant que femme, c'est tout une casse-tête à créer. Ah, je suis désolée, il y a aussi mon petit
petit chat comme la dernière fois qui ne peut pas louper la possibilité d'être dans caméra. Bon, bah si, je sais plus, j'aimerais vous entendre votre opinions. Ben moi, j'ai... Ah, vas-y. Non, vas-y. Bon. Moi, la première, quand j'ai commencé à réfléchir à continuer au doctorat, je me suis posé la question. J'ai pas eu un parcours en ligne droite, donc j'étais déjà rendue à 28 ans. Commencer un doctorat, ça peut être long. Là, je me disais, OK, mais je vais être rendue à 33 ans quand je vais terminer. Là, où est-ce que je vais en être dans ma vie au niveau de la famille et tout. Fait que moi-même, ça a fait partie quand même des freins qui m'empêchaient de poursuivre. Finalement, j'ai décidé de continuer. Une des meilleures décisions, je pense, à date que j'ai pris. Mais c'est sûr, c'est assez constant dans ma tête parce que si on veut une famille, ben ça fait partie des choses qui compliquent un petit peu notre carrière. J'aime ce que tu dis parce que pour moi, c'est similaire. Moi aussi, c'était comme plein de détours. Puis j'ai commencé relativement tard mon doctorat, même si je pense qu'il n'y a pas de tard. Il ne faudrait pas penser à ça, même si. Mais on se met cette pression vraiment et les côtés avoir une famille. Je pense que c'est ça. Avoir des enfants, c'est toujours quelque chose qui revient. Et je me demande, est-ce que les garçons, on n'a aucun garçon aujourd'hui pour demander, mais est-ce qu'eux aussi ont cette souci? Parce que, tu sais, c'est pas juste les femmes qui ont des enfants, mais c'est qui pensent beaucoup à ça. Mais, ouais. Donc, c'est ça. Bon, on peut revenir à ces sujets-là, mais juste les côtés comme famille. Mais je pense que ça devrait pas être un souci juste pour les femmes, parce que c'est pas juste les femmes qui vont avoir des enfants forcément. Mais je pense que c'est souvent nous qui vont penser, qui vont mettre tout ça dans une balance, puis se poser 100 fois la question avant de se lancer à quelque chose aussi grand comme mon doctorat. Et je ne sais pas si ça vient avec aussi. Est-ce que vous m'entendez double? C'est juste moi. Double? Allô? Moi, il y a un petit C'est quoi? Ah, il y a comme un bug, hein? Ah, c'est mieux là. OK. Ouais, c'est mieux. OK, c'est bon, c'est parti. Et donc, je disais, je ne sais pas si ça. Est-ce que c'est pour tout le monde ou juste moi? Moi, j'ai entendu en même temps. Peut-être on va fermer nos micros quand quelqu'un d'autre parle, comme ça on va être sûr qu'on ne s'empiète pas les uns sur les autres. Ah, si je parle? Ah, c'est parfait. OK, c'est parfait. Oui, merci, Créato. Merci beaucoup. Donc, je disais... Ah oui, je ne sais pas si ça vient avec toutes ces pressions et toutes ces réflexions qu'on a besoin de faire. Je ne sais pas si ça vient avec les gaps que ça fait dans notre parcours professionnel. Donc, une fois qu'on commence, mettons, nos études en même temps que notre peer masculin qui genre, pourrait avoir les mêmes habilités, les mêmes skills, les mêmes études, si nous, on prend un congé maternité ou un plus long congé paternité, juste parce que la société attend que nous, on prenne plus de temps pour gérer les enfants ou juste parce qu'on a envie d'avoir des enfants, ça fait que notre peer continue à pousser sa carrière. Pendant que nous, on prend le temps de pousser ses parties personnelles et familiales. Donc, ça fait que nous, il faut qu'on travaille encore plus fort pour essayer d'avancer le plus possible avant et pour essayer de rattraper après. Je ne sais pas pour vous, ça me fait toujours dans la tête qu'il faut absolument que j'arrive à faire ça avant de réfléchir à avoir des enfants ou je le fais entre ça et ça si je veux avoir des enfants parce que sinon après, ça pose trop de problèmes pour mon développement professionnel. Et je crois pas. J'aimerais savoir, on a, je pense, Alec qui nous entend.
Je ne sais pas s'il y en a d'autres hommes sur les viewers qui pourraient aussi nous partager si c'est peut-être juste une question de nous parce que la société fait beaucoup de pression ou c'est vraiment peut-être une question qu'on se pose à niveau tout le monde. Je sais pas si Paisley, tu voulais rajouter quelque chose? Il faut que tu unmutes ton micro, Maddy. Oups. J'allais dire, est-ce que Paisley, tu voulais ajouter quelque chose? Puis j'ai un petit complément à ajouter. Moi, je me demande souvent si, parce que nous, on est 4 femmes au doctorat, et si on regarde le couloir à l'INRS, c'est comme moitié femme ou euh, plus de moitié femme dans notre labo, mais je demande si c'est un signe que les temps changent et qu'on est en train d'avoir plus de femmes dans les postes supérieurs, ou c'est un signe que là, ça arrête. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes professeurs toujours. À l'EDH, je crois qu'il y en a 5 ou 6 maintenant. Et la majorité des professeurs sont des hommes. Mais est-ce que ça va venir dans quelques années parce qu'on est au doctorat et les prochaines étapes seront peut-être de devenir professeur? Ou est-ce que c'est un signe que nos familles, nos priorités à ce niveau changent et c'est difficile à mesurer le changement de ces cibles? Ben, j'aimerais un peu discuter sur ça, je pense. Je ne sais pas si tout le monde, bah, au moins vous, les filles, avez vu le film Picture a Scientist? Oui? Non? Oui? Madi, t'as pas vu les films Picture a Scientist? Non. Oh. Là, on coupe les podcasts, tu vas aller les voir et on recommence. On se fera une séance cinéma. Oui, non, je rigole. Mais honnêtement, pour tout le monde, Picture a Scientist, je pense que c'est sur Netflix maintenant. Je pense. Non? Peut-être. Verra. Peut-être. Bon, mais il faut la regarder. Si vous êtes intéressé par la science et si vous êtes intéressé par l'inéquité, et Picture Scientist c'est un très bon film. Il réduit, il parle beaucoup, il fait un résumé de l'inégalité dans la science, un peu. Mais c'est ce que je disais, c'est par rapport à ce que Paisley disait. Moi, je pense que on est plusieurs femmes dans les études, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va toutes, all of us, arriver à devenir prof ou avoir des postes plus élevés. Et ça vient avec ces manques ou cet espace qu'on pourrait nous avoir dans les développements professionnels si on décide d'avoir la famille, peut-être. Et ça vient avec aussi la discrimination qui malheureusement c'est encore en place. Et que les recruteurs ou des HR managers vont aller chercher plus d'hommes parce qu'il y a cette danger d'avoir des femmes qui vont partir en congé maternité, donc ça fait plus de boulot pour eux. Je pense qu'il y a pas mal encore des choses à gérer, à améliorer. Déjà qu'on peut avoir accès aux études, ça fait des dizaines d'années qu'on n'avait pas d'accès à ces études. Déjà, ça aide beaucoup. Mais pour moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, il y a dans le chat des gens qui nous parlent un petit peu de leur vision. Puis, on a Creato TV qui nous dit est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a moins d'intérêt par les femmes? Puis aussi, on a Oscar Alex qui dit que historiquement, les femmes ont plus de difficultés à prendre leur place. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu parlais d'un film, moi j'ai aussi entendu parler d'un podcast qui s'appelle 20%. Donc c'est comme une série d'entretiens avec des femmes en sciences qui parlent de leurs échecs, leurs réussites, leurs ambitions. Et donc il y a aussi d'autres organismes comme Chapeau les filles
sortie Antifine, qui est une expérience qui essaie de promouvoir les sciences, la technologie auprès des jeunes filles. Fait qu'il y a quand même un travail qui se fait là, à ce niveau-là, justement, pour susciter l'intérêt, puis aussi, je pense, communiquer qu'on est un peu tous dans le même bateau, puis qu'il faut pas se décourager, parce que si on continue d'aller de l'avant, on va y arriver, on va réussir. J'aimerais répondre à la question de si c'est peut-être qu'il y a moins de femmes intéressées et des hommes par certains métiers. Et moi, je dirais que biologiquement parlant, même si notre cerveau sont un peu différents de façon biologique, on va dire, même s'il y a des petites cellules différentes dans notre cerveau, je pense pas que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que à cause de ton sexe biologique, tu as des intérêts différents que l'autre sexe. Et donc, je pense que les intérêts, ça vient aussi par rapport à toute la pression de la société qui essaie de nous mettre dans une petite boîte où si tu es une femme, si tu es une fille, bah, tu vas t'approcher plutôt un métier d'éducation, plutôt un métier cosmétique, plutôt un métier de design, je sais pas. Et pour les garçons, ça va être plus l'ingénierie ou la construction ou l'architecture. Donc déjà, ça pose un stéréotype. Et c'est pas nécessairement, on se rend pas compte à quel niveau on est déjà dans la petite boîte. Donc on croit qu'on est moins ou plus intéressé dans certains métiers, mais en fait non, c'est juste qu'on était formé comme ça pour être plus facilement approché par certaines choses. Et tant que si tu es une fille ou si tu es un garçon. Mais il y a aussi un point qu'on n'a pas encore parlé, c'est au niveau de la sécurité. Pour une femme travaillant en laboratoire, c'est certain que dès que tu commences à penser à devenir enceinte, il faut que tu te mettes à réfléchir à qu'est-ce que tes expériences en laboratoire peuvent avoir comme effet sur ta grossesse. Donc parfois, une femme en sciences qui s'en va en congé de maternité va devoir partir beaucoup plus tôt qu'un homme qui aurait pu attendre, parce que elle, l'exposition dans le laboratoire, ça pourrait affecter elle et le fœtus parce qu'ils sont dans une période sensible de leur vie. Donc, il y a aussi l'aspect, qu'est-ce que la science a amené en termes de danger pour les femmes. Ça, c'est un bon point. Surtout, puis c'est vrai que... Oui. Étant un podcast sur les perturbateurs endocriniens, on peut d'ailleurs transiter vers un peu cette question-là, de comment les perturbateurs endocriniens sont en fait une exposition inéquitable. J'aimerais commencer les sujets. Mais avant ça, Véro, juste n'oublie pas de fermer ton micro quand on parle les autres, parce que je pense que c'est avec ton micro qu'on entend deux. Mais oui, donc déjà, quand on parle d'inéquité dans la recherche, déjà, on parle d'inéquité et l'accès aux opportunités. Tant que femme, tant qu'homme et tant que d'autres groupes qui s'intersectionnent un peu ou un peu beaucoup, en fait, qui donnent des opportunités différentes. Mais nous, on fait la recherche plus dans les perturbateurs endocriniens. Et c'est ce qu'on se rencontre de plus en plus dans la recherche. Bah, je pense qu'il y a 12 sections qu'on peut parler aujourd'hui. Comment on fait les études au laboratoire, déjà, des bases, et comment on est exposé aux perturbateurs endocriniens. Donc déjà, je pense qu'on peut commencer par comment on fait les études. Donc, nous, on n'est pas les bons exemples, je pense, pour parler un peu de ça, parce que Madi et moi, on travaille sur les cancers de sang. Donc déjà, on travaille avec un sujet qui inclut les femmes, et pas nécessairement trop les hommes, mais quand même, on fait des études sur les glandes mammaires des hommes. Donc, juste pour dire qu'on est pas mal dans l'équité aussi sur ce sujet. Et les filles qui travaillent avec Valérie, ils travaillent plus dans les animaux, mais un peu plus de façon environnementale. Donc, c'est pas nécessairement des modèles de laboratoire, mais bon. Tout ça pour dire que
Et depuis des années, depuis le début de la science, en fait, et dans les laboratoires, je ne sais pas si vous étiez au courant tout le monde, mais en tout cas pour les viewers, dans les laboratoires, on utilise pas mal de cellules humaines ou des animaux pour étudier plein de choses. Les effets toxiques ou les effets des médicaments ou maintenant les effets des perturbateurs endocriniens. Et après qu'on utilise des cellules, on passe aux modèles animaux. Donc, on utilise des souris, des rats et d'autres types d'animaux pour voir les effets, soit dans les répercussions à eux ou les effets qu'on peut comparer aux humains. Et après ça, on passe aux études cliniques où on utilise des êtres humains. Donc, dans toute cette petite échelle, malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de recherches autour du monde. On utilise majoritairement des cellules masculines, déjà. Donc, des cellules des foies, de reins, des cerveaux, des peaux, des corps, de tous les organes, mais qui viennent des donneurs masculins, mâles. Et avant, on croyait que ça ne posait pas une différence entre les cellules qui venaient d'une femme et les cellules qui venaient d'un homme. Et maintenant, de plus en plus, on se rend compte que oui, que ça pose un problème, que ça pose une différence, qu'on ne réagisse pas nécessairement de la même façon si c'est les corps d'une femme que les corps d'un homme. Et en plus, quand on commence à utiliser des animaux, bah, là, on continue à utiliser que des mâles. Donc, on utilise des mâles souris, des mâles rats, des mâles chiens, des mâles partout. Hanoi. Parce que avant, ça avait la croyance que déjà, ça ne posait pas une grosse différence d'avoir un mâle qu'une femelle. Mais ils n'utilisaient pas des femelles parce que ça ajoutait un peu la complexité des cycles menstruels et d'avoir tous les hormones qui viennent avec. Donc, c'était un peu contradictoire en disant, les scientifiques disaient, ça pose pas trop de différence, mais en fait, on n'utilise pas parce que ça pose beaucoup de différences. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre un peu la parole, parce que sinon, je sais que je peux continuer pendant des heures à parler de ça. Donc, j'arrête. Ouais. J'ai peut-être une question pour toi, Amel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça se peut que tu vas parler de ça plus tard, là, mais j'aimerais écouter de ta part si tu sens qu'il y a un changement, qu'il y a un souci. J'imagine que ça va venir aussi. Cette souci va venir avec les femmes en sciences qui vont se dire, il faut mettre des trucs, des femelles aussi, mais peut-être que tu vas parler plus tard, mais j'aimerais entendre si tu as des infos par rapport à ça. Mais ça peut être après. Je pense, avant que Mélanie te réponde, je veux juste intervenir sur le fait que je pense que tu as tout à fait raison. Moi, au cours de ma maîtrise, j'ai eu à travailler avec des animaux, des mâles et des femelles. Puis vers la fin du projet, pour une certaine expérience, mon chercheur il a dit on va commencer par 5 mâles, puis on verra ce que ça donne. Puis moi, je dis mais est-ce qu'on pourrait pas faire 5 femelles? Puis finalement, on a fait 5 mâles, mais si ça avait été juste de moi, on aurait fait les 5 femelles aussi, là, tu sais. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Je voulais dire qu'avec mes grenouilles, au début du projet, c'était juste supposé d'être avec les mâles. Et je me suis dit, non, je vais regarder sur les femelles. Yes. Fait que j'étais... Bref, bon. Je te laisse bien continuer. Mais en fait, je pense que oui et non. J'aime beaucoup parler de ce sujet dans des contextes scientifiques et pas scientifiques parce que je pense que malheureusement, on n'est pas assez au courant en tant que chercheurs. Nous, parce que nous, on travaille dans les cancers du sang, donc c'est assez... On travaille avec des femmes parce que c'est la population la plus touchée. Mais ça reste que nous, on utilise aussi des glandes des mâles pour voir les effets différents parce que nous, on comprend que déjà les organes ne vont pas évoluer de la même façon. Mais bon, c'est un organe hormonodépendant aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais juste pour dire que pendant ma maîtrise et mon doc, j'ai aussi écouté plein de conférences et j'étais assistée à plein de congrès. J'étais surprise la quantité de fois
j'ai vu des résultats présentés qui étaient étudiés que dans des modèles mâles et avec des cellules qui venaient d'un mâle. Et même de voir la quantité de fois que moi je posais la question, ok, bah, utiliser ces lignes cellulaires, ce type de cellules, et ça vient d'où? Ça vient de qui? Et avec quel âge? C'est quoi les sexes? C'était quoi même la nationalité, genre comment dire? L'ethnicité. Merci. Parce que tout ça, ça joue dans la façon à laquelle les cellules répondent. La quantité de fois que les chercheurs et chercheuses ne sait pas la réponse, c'était choquant quand même de pas avoir ça comme information. Moi, je comprends qu'on peut pas tout faire. On n'a pas l'argent de tout faire. On n'a pas le temps de tout tester. Et déjà, être conscient de pourquoi on choisit ce type de cellules, pourquoi on choisit d'étudier dans les mâles, que d'étudier dans les femelles. Je pense que ça devrait être quelque chose d'inclus sur notre pensée critique en tant que chercheur, chercheuse. Et je pense que de plus en plus, ça devient, mais on n'a pas assez là. Mettons quand on demande des bourses, je ne sais pas, pour tous les gens non scientifiques qui écoutent les podcasts, et, la recherche dans l'académie, ça se finance avec des concours de bourses. Donc, à chaque fois qu'on veut avoir l'argent, on demande aux agences gouvernementales surtout. Et là, je pense que de plus en plus, il inclut la petite partie équité, diversité, inclusion, justement pour que tout le monde ait cette petite question dans la tête. OK, comment est-ce que ma recherche est assez équitable, diverse et inclusive? Oui. Donc, déjà, avoir la question, il y a plein de monde qui juste disent comme « Ah oui, c'est équitable parce que… » il comprend vraiment pourquoi ou qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et déjà, avoir la question à se poser, je pense que ça aide beaucoup à avancer. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai Ah. Oh, vas-y, Véro, vas-y. Ok, en fait, c'est juste un petit commentaire parce que je pense que c'est un peu comme… C'est un commentaire qui pourrait ouvrir une immense discussion, mais je voulais juste dire que là, on parle juste des gens, donc femmes ou hommes. Mais si on va les chercher ailleurs, c'est sûr qu'on est tellement biaisé comme si on pense en différents groupes sociaux, différents pays. La plupart des recherches sont vraiment Amérique du Nord, Europe. Ouais. Et l'autre jour, j'ai écouté, c'était super intéressant. C'était une femme aussi qui faisait une recherche avec des communautés autochtones, avec des Inuits, qui sont des communautés qui sont plus exposées à plein de produits chimiques. Donc, c'est ça, l'exposition n'est pas forcément pareille, mais l'argent vient, la recherche, ça c'est compliqué à tout à dire, mais je pense que c'est surtout Amérique du Nord, Europe qui ont plus d'argent pour la recherche. Ça, c'est une discussion peut-être pour une prochaine fois. Mais c'est important de garder ça en tête aussi. Ouais, vas-y, Paisy. Pour moi, le Twitch a une erreur. Ouais. Mais peut-être c'est juste pour moi. Là, j'ai rafraîchi puis ça a fonctionné. Moi aussi, ça avait mis sur pause. OK. Ouais. Mais OK. Juste un point que peut-être c'est plus facile en anglais pour moi. Je vais changer de langue. But Mel was talking about the way we apply for a scholarship or for funding for our projects, but there's also the next step, which would be to publish our research in a journal. And I've actually heard of some journals refusing to accept papers that use HeLa cells, for example, which are a somewhat controversial type of cell line. And yeah, I guess maybe a question we could ask ourselves or ask the listeners is what's the role of the journal and the funding agencies to promote equity in the forms of the actual target that we're studying as opposed to the researchers ourselves? It's a very open question, but I would love to know what you guys think. I hadn't included that point in the
our guidelines and our script for today, but it's an amazing point because it's true that déjà, on a de l'inéquité. I'll go in English. Oh, we already have inequity in the access to education, to career opportunities, the construction of our professional career by sex, by sexual orientation, by nationality, by socio-economical status. All of that plays in the intersectionality of opportunities. And after that, we need to add that the governmental agencies and the industry and all of these actors on top of us are choosing where the money for research goes. Et là, je vais faire le switch parce que je suis plus à l'aise, mais la façon où un manque d'argent pour les études fait visser aux femmes, visser aux populations plus vulnérables ou avec moins de ressources, ou les professions un peu moins au courant ou qui touchent des gens des niveaux socio-économiques plus bas. C'est incroyable pour moi. Comment on a plein de développements, de recherches sur les médicaments qui touchent les hommes blancs et sur les produits d'hygiène menstruelle. Ils touchent quand même la moitié de ta population. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font. On régule même pas qu'est-ce qu'il y a dans les tampons, dans les serviettes. Mais on régule bien où on ne peut pas sortir les anticonceptifs masculins parce qu'il y a des petites douleurs de tête qui peuvent être comme effet secondaire. Tant que ça fait des années qu'on a disponible les anticonceptifs pour les femmes, mais qui ont une liste énorme d'effets secondaires. Et on se dit, ça va, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas avoir plus d'argent pour la recherche sur ça pour essayer de diminuer les effets secondaires. Donc ça, c'est un point super intéressant à discuter. Comment il faut qu'il y ait un changement. Il faut un changement de nous en tant que l'académie qui sort, je pense. Il y a besoin de changement des agences qui donnent l'argent et de tout le monde qui pousse la recherche sur un endroit plus équitable. Ça me fait d'ailleurs penser un peu, Mélanie, à la nouvelle qu'on a eue récemment à propos du projet d'études d'exposition chez les coiffeuses. Donc, qui avec tous les produits pour les cheveux sont très exposés à tous les jours pendant leur travail à tous ces produits-là. Donc, effectivement, c'est un financement qui va dans le bon sens, si on veut, là, dans ce type de projet-là. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être une belle façon de transiter vers pourquoi est-ce que les femmes, on est si plus affectées par les perturbateurs endocriniens. Donc, en gros, c'est parce que la femme va avoir des fluctuations hormonales tout au long de sa vie, depuis son développement au fœtus jusqu'à la fin de sa ménopause, même jusqu'à la fin de sa vie. Et comme les perturbateurs endocriniens, ça affecte directement les hormones, la femme est donc plus à risque de développer des complications suite à des expositions aux perturbateurs endocriniens. J'aimerais ajouter sur ça, déjà, on a les risques un peu plus élevés d'avoir des répercussions niveau tous les systèmes, en fait. Parce qu'on est exposé pendant la vie in utero et tout ce qui se passe pendant la vie in utero pour les ovules, ça va rester toute la vie. On n'a pas biologiquement les hommes quand ils vont se reproduire. Il y a les spermes qui se reproduisent. Donc, forcément, une exposition à quelque chose qui change les processus, il n'y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets qui vont durer toute la vie, mais il y a quand même les petites opportunités d'avoir des spermes qui vont se refaire quelques temps plus tard, donc qui n'étaient pas exposés à ça. Donc nous, on est exposé et on les garde toute la vie. Et il y a aussi ces cycles hormonaux qui changent sur nous tout le temps, qui nous rendent un peu plus sensibles à ça.
Mais il y a aussi, je pense, tous les côtés qu'il faut parler de la pression de la société ou des systèmes d'être très belle, d'utiliser des maquillages, de lisser les cheveux, arriver à rentrer dans les stéréotypes de beauté du moment, je veux dire. Et comment ça se fait que nous, on a plus de pression pour arriver. Et ça fait qu'on est exposé à plus de produits qui promettent de nous amener là-bas. Et ça ajoute encore plein de couches d'exposition. Je ne sais pas si je vais citer un autre film qui est incroyable, il faut les regarder. Et c'est de Toxic Beauty, il s'appelle. D'ailleurs, il y a un autre prof, Isabelle Plante, qui a une petite partie dans les Toxic Beauty. Et vous pouvez les chercher, je pense que c'est sur Amazon ou quelque chose comme ça. Mais c'est à regarder, c'est absolument incroyable. Et sur Toxic Beauty, on parle beaucoup de comment nous, en tant que femmes, on utilise, je n'ai pas les stats en tête, mais je pense que c'était vers 10 fois plus de produits que les hommes. Déjà, on peut regarder chez nous. Je pense que mon père, il utilise son shampoing, que c'est le même qu'il utilise pour laver son corps, que c'est le même qu'il utilise pour genre laver tout. Et il n'utilise pas de crème parce que pourquoi il va utiliser de crème? Et moi, j'ai genre mon shampoing, mon savon de corps, et la crème pour le visage, la crème pour le corps, et les protecteurs solaires avec un peu de couleur. Donc, tout ça, ça ajoute d'exposition et d'exposition. Et on n'arrive jamais à se rendre compte comment on est exposé plus que les hommes et comment on n'est pas assez inclus dans la recherche. Et donc, ça se fait il a un énorme gap de connaissances de tous les effets que nous, on peut avoir. Il y a quelqu'un Oscar, Alex, qui me disent que ouais, les savons qui peuvent servir pour laver les shampoings et laver les corps, ça peut aussi servir pour laver la voiture. Ouais, bah oui. On voit comment nous, on utilise des choses pour chaque chose, mais voilà, je vous donne la parole. Ouais, puis encore une fois, il y a aussi, tu sais, là, on a fait la comparaison homme-femme, mais il y a encore une fois aussi les comparaisons ethniques. Il y a des pays dans lesquels il y a plus de réglementation. Donc ça déjà, ça aide parce que les produits utilisés par la population sont moins dangereux. Mais il y a encore une fois des disparités là, dans certains pays. Les mêmes compagnies peut-être même auraient tout simplement pas changé leur liste d'ingrédients parce que ça leur coûte moins cher que l'ingrédient soit toujours présent. Je vais ajouter sur ça, on discutait, là je vais faire un peu la pub. Notre prof Isabelle Plante vient de recevoir une petite grant ou de funding pour commencer un projet. Je pense qu'elle m'a dit parler un peu de ça dans les débuts dans les débuts de podcast. Mais en fait, elle va essayer de chercher c'est comment que différentes populations de coiffeuses sont exposées aux produits chimiques et qu'est-ce que ça peut donner dans les cellules à elles ou c'est quoi les effets qu'elles peuvent avoir. Mais ça nous rend un peu dans les boucles pas juste les femmes sont plus exposées, mais dans les groupes de femmes. Et déjà, on parle des communautés latino, afro. On a toutes les... Comment ils appellent les white regard. On va un peu essayer d'arriver au stéréotype des femmes, de white women, skinny, long hair, straight hair. Donc, ça fait que plus que tu t'éloignes des stéréotypes, plus que tu as des produits chimiques qui sont vendus pour t'aider à arriver à ces niveaux, à ces stéréotypes. Et donc, ça fait que les lissages des cheveux, les éclaircissements des peaux, je pense qu'on dit ça en français. Les crèmes qu'on utilise pour changer la couleur de la peau.
les maquillages aussi. Donc, tout ça, ça ajoute, c'est pas juste les femmes, mais les femmes de certains groupes plus vulnérables et qu'on n'étudie pas parce que, comme Véro disait, parce que dans certains pays, il y a plus d'argent que dans d'autres pour étudier. Donc, forcément, tu vas parler de mon cas, moi je viens du Mexique, forcément, les produits que tu peux trouver là-bas vont pas nécessairement être ici au Canada parce qu'ici c'est interdit, mais là-bas c'est pas interdit du tout, mais parce qu'il n'y a pas de régulation, parce qu'il n'y a pas de recherche, parce que voilà, tu les boucles qui viennent avec. Et ça se fait qu'on est exposé plus parce qu'on cherche à arriver à des stéréotypes, mais aussi parce que notre pays, il n'y a pas le même argent ou la même puissance dans la recherche sur certains endroits. Donc voilà, c'est pas mal inquiétant comme sujet, je pense. Là, d'ailleurs, si on veut aller un petit peu dans le positif par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous? Je vous pose la question à vous trois, aussi à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie au quotidien pour se protéger en tant que personne, vivant dans l'iniquité? Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui me fait penser le syndrome d'imposteur, mais il y a un programme en ce moment pour encourager les femmes noires de porter leurs cheveux naturellement. Et je trouve que c'est un programme d'éducation et il n'y a pas de pression, il n'y a pas de négativité, mais c'est basé sur les données qu'on a sur les produits de cheveux, de soins de cheveux. Et je trouve que c'est une bonne initiative pour aider une population vulnérable. Et c'est une bonne question, très complexe. Fait que je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. Mais un peu dans la lignée de ce que Paisley a dit, je pense, si on est fort, je pense que la science toute seule va pas changer ça, mais on a quand même besoin, c'est super important d'apporter un regard vers les qualités. Il faut voir tous ces problèmes-là d'abord, puis dire, OK, il y a un problème. Mais je pense que juste au niveau science, c'est passé, c'est vraiment quelque chose qui va toucher toute la société. Et je pense souvent à la décolonisation. Est-ce que ça, c'est les bons mots? La quoi, répète? Et oh my god, je sais pas si je peux le dire en français ou en anglais. Decolonization? Ouais, merci, exact. Fait que ça d'abord, c'est quelque chose de super important. Un peu comme Paisley a dit, c'est comme, arrêter de chercher cette imposition de la culture blanche. Mais c'est pas le seul problème, mais c'est un exemple. Et, donc, c'est ça, c'est des choses assez complexes, mais autant que les chercheurs s'y poser constamment la question, comme ce qu'on fait, l'importance, et comment on peut aider, même si j'imagine que nous, on va faire comme une petite différence, mais il faut se poser toujours la question. Puis peut-être aussi sortir, et ça, je pense que c'est super important, c'est sortir de notre petite communauté scientifique. Parce que malgré tout, l'université, c'est quand même, c'est pas parfait. On sait vraiment que c'est pas parfait. Mais si on va ailleurs, on voit que si les problèmes sont encore plus compliqués. Donc, c'est comme sortir de ce monde, puis aller parler avec les gens aussi qui sont pas forcément en sciences. Je pense que c'est important. Donc, la vulgarisation de la science aussi. Mais je sais pas une bonne réponse. Je pense que c'est tellement une question complexe. Oui, mais ouais. Moi, j'aimerais dire et rajouter, je pense que toujours quand j'ai fait cette discussion de l'inéquité, que ça soit dans la recherche ou dans la vie générale, moi, je dis tout le temps que la meilleure façon de
régler ou d'avoir un monde un peu plus équité, divers, inclusif, ce serait toujours de se questionner les privilèges. Et ça va un peu à c'est ce que Véro elle disait. On reste quand même une population privilégiée. Même si moi, en tant que femme latina, immigrant au Canada, je suis une population vulnérable, je suis une population plus discriminée ou exposée, je reste quand même une femme latina immigrant privilégiée parce que j'ai l'opportunité d'être dans les études supérieures, parce que j'ai l'opportunité de avoir les connaissances, mettons, pour choisir les produits un peu moins exposés, parce que, voilà, je peux choisir qu'est-ce que... Oh, voilà, voilà. Donc, je reste quand même dans les privilèges et c'est ma façon d'aider, c'est quand même me questionner ces privilèges, d'où je pars dans les chemins à l'équité et comment je peux faire et les autres personnes qui n'ont pas les mêmes bases pour partir peuvent arriver là où je suis déjà. Mhm. Donc, je pense que ça c'est très important. Et aussi de ne pas prendre les spots des populations vulnérables. Donc, moi, je peux rester un allié, on va dire. Moi, je peux rester à appuyer les autres populations qui sont plus vulnérables que moi ou qui ont moins de privilèges que moi. Mais je peux jamais porter parole ou être un porte-parole de ces populations. Ça veut dire que je ne prends pas la place pour parler d'autres qui sont plus exposés, d'autres qui ont moins d'opportunités. Moi, j'appuie, j'ouvre les portes. Moi, je me fais, si on pourrait dire physiquement, moi, je me mets out of the way Mhm. et je reste là pour appuyer, mais je ne vais jamais me mettre sur le spotlight pour parler d'autres parce que ce n'est pas ma place. Ouais, ben, il y a un terme Il que faut j'aime donner l'endroit. Ouais, c'est ça. Il y a un terme il y a un terme que j'aime beaucoup pour parler de ça, c'est l'inclusion. C'est de vraiment créer un espace pour ces gens-là, cette population-là. Puis ça fonctionne autant dans les produits, comme on disait, de développer des produits cosmétiques qui sont naturels, qui sont bons pour la santé des femmes de toutes les ethnicités, mais autant dans la recherche de créer une place pour les personnes plus qui ont moins de place, justement. On voit des fois des programmes de bourse spécifiquement pour, mettons, les femmes monoparentales, spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite. Il va y avoir cette façon d'inclure toute la population, mais aussi de même laisser une place plus grande des fois, vu que en général, ces gens-là ont plus de difficultés à trouver leur place. Donc, j'aime bien le terme inclusion comme ça. Je pense que c'est important aussi de dire que l'accès aux opportunités pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on réduit les opportunités pour nous. Oui, Parce que je pense qu'il y a pas mal de secteurs dans la population qui croient encore que donner plus d'opportunités pour les femmes ou pour les populations vulnérables va les enlever des privilèges, mais en fait, non. Ça va être juste, on va avoir le même accès un jour à toutes les opportunités. Et on va, de toute façon, le système est créé comme ça. On va jamais arriver à enlever des opportunités aux autres. Et, donc, voilà, donner des opportunités, c'est pas arrêter de les avoir. Et moi, je pense que c'est important aussi. Je ne sais pas vous. On peut faire un petit take-home message, comme on a fait la dernière fois. On fait dans 10 secondes, ouais, ou dans une phrase. Qu'est-ce que nous, on aimerait donner comme take-home message pour aujourd'hui, pour le podcast? Je vous laisse commencer. OK. Rapidement comme ça, je pense que c'est important de rechercher et partager de l'information qui vient de femmes, de personnes d'ethnicité, de partager tout ce qui rend, euh, qui cause de l'inéquité pour pouvoir mieux communiquer puis que les gens soient plus au courant de ça. Donc, partagez notre podcast. Oui, ben, je suis d'accord avec Madeleine. Puis j'ajouterais, je pense que vous avez dit ça aussi, les filles, c'est penser à notre privilège.
Puis toujours se questionner. Toujours se questionner par rapport à tout. Puis c'est ça. Jamais arrêter de se questionner ou juste dire, ben, les choses sont comme ça. Parce qu'ils n'ont pas besoin de rester comme ça. Donc, ça serait ce que je dirais à dire, comme se questionner et puis en effet communiquer avec les gens parce que juste se questionner, c'est pas assez, mais la communication et des différentes façons, je pense que c'est la clé. Et dernièrement, je dirais que il faut la diversité dans le domaine des sciences en général. Il faut des chercheurs, des chercheuses de divers backgrounds, mais aussi il faut penser de la diversité dans le design expérimental, même si ça porte de la complexité aussi, il faut étudier la diversité. Moi, je voudrais ajouter aussi, je pense qu'on peut faire tous et toutes des petites actions chaque fois, chaque jour, dans la recherche et ailleurs, pour améliorer l'endroit, les mondes, pour tout le monde. Et je pense aussi que c'est important de jamais invalider les sentiments ou les problématiques que les autres voient ou ressentent. Si jamais il y a quelqu'un qui dit ah bah écoute ça m'affecte, c'est ce que tu dis ça m'affecte, c'est ce qu'il y a dans ton projet de recherche ça m'affecte, c'est ce qu'il y a dans les toilettes ça m'affecte, bah de rester à l'écoute, valider le point et si ça ne nous fait pas être dans les mêmes longueurs d'onde, d'avant de se questionner pourquoi est-ce que ça rentrait pas dans les mêmes longueurs d'onde, déjà est-ce que ça vient d'un privilège ou pas. Et on peut rester pas d'accord, mais quand même toujours se questionner pourquoi je suis pas d'accord, qu'est-ce que ça implique pour moi, qu'est-ce que ça change beaucoup pour moi, et si oui, non, est-ce que ça va changer beaucoup pour eux? Et si pour moi ça change rien, et pour eux ça change tout, pourquoi pas le faire? Moi, c'est toujours ça. Et voilà. Je pense on peut remercier tout le monde pour avoir resté 1 heure à l'écoute. Les 4 petites doctorantes on essaie de faire notre mieux pour sortir des contenus pour la communication scientifique, même si on est un peu en train de mourir avec les projets de recherche. Donc, merci beaucoup à tout le monde de rester à l'écoute. Oui, on vous revoit le mois prochain avec un nouvel épisode.